Monsieur Jean Jouzel, vous êtes climatologue de formation. Avant de devenir une figure emblématique de la lutte contre le changement climatique, vous avez travaillé plusieurs décennies au sein du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, le CEA, où vous vous êtes spécialisé dans l'étude des climats passés grâce à l'analyse de carottes glaciaires. Ces recherches, menées notamment en Antarctique et au Groenland, vous ont permis de reconstituer les variations climatiques sur des centaines de milliers d'années et de renforcer le lien entre CO2 et réchauffement climatique. Vous rejoignez par la suite le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, de 2002 à 2015, où vous devenez vice-président d'un de ces groupes de travail. Vos contributions au sein du GIEC vous valent de partager le prix Nobel de la paix avec d'autres experts climatiques. En 2012, vous vous voyez décerner le prix Vetlesen, l'équivalent du prix Nobel pour les sciences de la Terre. À travers votre carrière, vous vous engagez aussi activement dans la sensibilisation du grand public et des décideurs politiques aux enjeux du climat. Auteur de nombreux ouvrages et conférencier reconnu, vous êtes également membre de diverses instances scientifiques françaises et internationales. Depuis plusieurs années, vous plaidez pour des politiques ambitieuses afin de limiter le réchauffement global à 1,5 degré, en mettant l'accent sur la nécessité d'une transition énergétique rapide et d'une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre. Monsieur Jean Jouzel, merci d'avoir accepté notre invitation à l'entretien des mines de Paris. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup Antoine, merci de cette présentation. Et puis merci aux organisateurs. C'est un plaisir d'échanger avec vous, disons pendant 1h30 à peu près. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire de plus? Mais j'y suis toujours au CEA, Antoine. J'y commence ma 57e année. Je suis directeur de recherche émérite et ma première fiche de paye, c'est octobre 68. Voilà, donc, mais là, il ne me paye plus. Là. Bon, voilà. Merci. Donc, je comprends que je vais être sous le feu des questions de Martin et Baptiste. Voilà. Donc, je vais m'y plier avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous d'être avec nous aujourd'hui. Je voudrais revenir sur votre début de carrière de paléoclimatologue. Au début, il n'y avait pas de consensus scientifique sur l'évolution de la température de la planète Terre. Il y avait même des articles qui évoquaient un retour à l'ère glaciaire, et donc un refroidissement de la planète. Vous avez alors suivi votre collègue Claude Lorius pour étudier les carottes glaciaires au Groenland et en Antarctique. Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste d'un réchauffement de la planète? Et avez-vous compris l'ampleur de vos découvertes à l'époque et quel était l'accueil de la communauté scientifique? Oui, donc répondre à cette question, d'abord peut-être... Donc en fait, toute ma carrière scientifique s'est organisée autour de l'analyse de l'eau. Alors l'eau, c'est H2O, hein, mais moi, c'est ce que je pensais en arrivant à Saclay. Mais il y a des isotopes, j'avais pas encore bien compris que donc il y a l'hydrogène lourd, l'oxygène lourd. On va pas faire trop long. Simplement, voilà. Donc on va parler de composition isotopique, le rapport hydrogène lourd sur hydrogène normal et puis oxygène lourd sur oxygène normal. Et si vous analysez de la vapeur d'eau aujourd'hui dans cette pièce, ce qu'on sait faire. Hein. Voilà. Et si vous revenez demain, vous n'aurez pas la même valeur. Voilà. Donc en fait, ça dépend de l'histoire de la masse d'air. Et grosso modo, ce qui est d'important, la teneur isotopique d'une précipitation dépend, je dirais, en premier lieu, c'est un peu plus compliqué que ça, de sa température de formation. Donc il suffit de retenir ça pour comprendre, j'essaye d'expliquer tout ça. Disons un peu ma carrière, j'ai commencé en fait, je suis arrivé à Saclay donc avec quelqu'un qui s'appelait Étienne Roth et qui me propose de travailler sur la formation de la grêle. Dans le cas d'un nuage à grêle, c'est un cumulonimbus, hein, donc la température décroît avec l'altitude et en fait la thèse a consisté sur des gros grêlons à analyser la répartition des isotopes et à reconstruire des trajectoires de ces gros grêlons. Et effectivement, dans ce même laboratoire, donc à Saclay, voilà déjà le laboratoire de géochimie isotopique, et bien Claude Lorius, lui, qui était effectivement glaciologue, qui s'intéressait déjà, qui a fait sa thèse sur la répartition des isotopes de l'eau en Antarctique. Il avait déjà montré, enfin, c'était pas le premier, c'était déjà connu au Groenland
qu'en Antarctique aussi, eh bien, il y avait un lien très fort entre température du lieu et composition isotopique. Eh bien, lui, il venait dans ce même laboratoire, il n'avait pas de labo, donc il venait, ses analyses isotopiques étaient faites dans le même laboratoire avec les mêmes instruments, des spectromètres de masse que ceux que j'utilisais. Donc voilà, on a naturellement, d'ailleurs, on a naturellement discuté de science, mais aussi de foot. Hein, il était footballeur, hein, donc c'est quelqu'un qui était, il a été footballeur, il a joué en équipe de France universitaire, ce qui était pas mal. Quand il avait une vingtaine d'années, après, il a arrêté pour faire de la science. Vous voyez, il y en a peu qui font ça. Voilà, je vais vous encourager à faire de la recherche. Donc, voilà. Et donc, c'est là. Donc, et après, donc Claude Lorius, à la fin de ma thèse, alors j'ai continué un peu sur la formation de la grêle pendant juste une quinzaine d'années à peu près. C'était quand même intéressant. Et donc, je me suis intéressé aux glaces, d'abord au pôle sud, disons aux neiges et aux glaces de l'Antarctique, depuis début des années 70, donc pas au tout début, mais vraiment. Et vous avez raison, on est en 75, il y a Willy Dansgaard qui publie un article qui dit peut-être sommes-nous au début d'une nouvelle période glaciaire. Faut quand même alors, pour expliquer ça, pour un peu, il faut bien comprendre que, enfin, ouais, vous savez, vous êtes allé, ouais, je sais pas si ici on vous apprend ça encore, mais si vous regardez dans le passé, il y a quand même des grands cycles glaciaires interglaciaires. C'est ce qu'on vous apprend à l'école, avec des périodes chaudes qu'on appelle les interglaciaires qui sont relativement courtes et des périodes froides qui sont très longues. Donc, voilà. En fait, toutes les périodes interglaciaires précédentes, aucune n'a duré plus de 10 000 ans. Et là, tout d'un coup, on sait qu'on est déjà dans les périodes actuelles depuis au moins 10 000 ans. Sinon plus, en fait 12. Et donc, les gens regardent le moindre signe. Et donc, effectivement, les années 60 et 70 n'ont pas été très chaudes, largement à cause de la pollution, hein, parce que qui contrecarrait l'augmentation de l'effet de serre. Et donc, il y avait des articles qui disaient, oui, on va passer rapidement en période glaciaire. Alors, pourquoi ce n'est pas le cas? C'est assez intéressant. Ça, ça a été plutôt mis en évidence dans les années 90. En fait, la capacité de notre planète à passer en période glaciaire dépend de la répartition de l'insolation. Hein, donc, comme vous savez, la Terre tourne pas rond, hein, donc elle tourne sur une ellipse. Et quand on regarde, disons, quand la Terre, alors quand on regarde là, quand la Terre quand l'orbite est pratiquement circulaire, eh bien, c'était le cas il y a 400 000 ans. Il y a moins de variations d'insolation et ça met beaucoup plus de temps à passer dans la période glaciaire. C'est-à-dire qu'on a découvert depuis que, disons, la précédente période interglaciaire et les deux précédentes, enfin, dans la précédente, l'avant-dernière et l'avant-pénultième, ça durait effectivement 10 000 ans voilà. Et puis, celle il y a 400 000 ans a duré plus de 25 000 ans. Voilà, tout simplement parce que l'orbite était circulaire. Et en fait, dans cette circularité, il y a une périodicité de 400 000 ans et nous sommes dans le même contexte. C'est assez intéressant. On a beaucoup de chance finalement. C'était un bon choix pour nos civilisations de se développer dans un contexte. Le développement s'est fait quand même au début de nos civilisations largement grâce au passage dans cette période interglaciaire où nous sommes. Et c'était une bonne idée de le faire là, parce que cette période interglaciaire, de façon naturelle, sera longue, au moins 25 000 ans. Donc voilà, mais n'empêche que vous avez raison, pour le début, c'était ce dont on parlait. Et puis, disons, Claude Lorius, lui, il n'y avait pas d'école française de glaciologie polaire à l'époque. Il y avait beaucoup de glaciologie alpine avec Louis Liboutry, mais donc Claude Lorius a vraiment mis sur pied, je dirais, l'école française de glaciologie polaire. Et le premier point, c'était de développer des méthodes de carottage. Il a créé son laboratoire à Grenoble. Enfin, c'était dans le laboratoire de glaciologie où il y avait aussi la glaciologie alpine. Hein, donc, il a fait une section glaciologie polaire, développé des carottiers et avec l'idée d'aller forer en Antarctique. Hein, donc, on comprend bien, une fois qu'on a dit que la température d'une précipitation dépend largement de la température, on comprend facilement que si on va en un lieu donné, les précipitations tombent à la surface, elles s'enfoncent sur leur propre poids, et puis au fur et à mesure, eh bien,
disons que quand tout se passe bien, plus vous creusez profond, plus vous avez de la glace à partir d'une centaine de mètres de profondeur, et plus vous creusez profond, plus vous avez de la glace ancienne. Ça, c'est quand tout se passe bien. Donc, en fait, donc, il y a plus de 3 km de glace, aussi bien en Antarctique qu'au Groenland. Donc, il fait, bon, c'est le premier forage français en 78, ou 76, 75, on a publié le résultat en 78. Voilà, donc j'ai commencé à être associé à cela. Et puis, une idée de génie. Alors, il n'y avait personne. Donc, pour redire l'histoire, 12 000 ans, c'est la période actuelle. Il y a moins de 20 000 ans, disons le dernier maximum glaciaire. Cette période glaciaire a commencé il y a 110 000 ans et il faut aller jusqu'à moins 125 000 ans pour voir la précédente période chaude et moins 150 000 ans pour voir l'avant-dernière période glaciaire. Voilà. Et donc, si on se remet en 70, il y a des forages. Il y a déjà eu un forage au Groenland, un autre forage en Antarctique, mais aucun de ces forages n'allait au-delà de la dernière période glaciaire. Et là, le miracle vient des foreurs soviétiques. Donc les soviétiques se sont établis, alors en 1957 c'est l'année géophysique internationale et les pays s'établissent où ils le souhaitent. Et un peu la réunion était à Paris et les soviétiques arrivent en retard, on est en 1957, hein, et un peu par défi ils disent on va aller dans le point le plus froid de la planète et ils choisissent Vostok, qui est vraiment au milieu de nulle part, moins 89 degrés l'hiver, donc pas tous les hivers c'est le record, mais c'est vraiment moins 70. Et ils s'y établissent et ils lancent effectivement des programmes de forage dans les années 70. Alors, les années 60, ils ne font pas grand-chose. Dans les années 70, premier forage. Et on est au début des années 80. Ils ont atteint 2 km de profondeur, un peu plus. Et on sait que, eh bien, là, on a de la glace qui couvre l'ensemble d'un cycle climatique, c'est-à-dire qu'il va jusque Paris. Donc, on retrouve la dernière période interglaciaire. Et effectivement, ce forage couvre déjà 150 000 ans. L'idée génie de Lorius, c'est d'avoir... donc les soviétiques ne s'intéressaient pas finalement, hein, l'équipe des mines de Leningrad à l'époque ne s'intéressait pas à l'analyse des carottes. Ils voulaient simplement montrer qu'ils savaient carotter en gros. Donc ils laissaient les carottes sur le sol et donc Claude Lorius a eu accès aux échantillons, beaucoup par amitié avec quelqu'un qui vit toujours, qui est... Kotliakov, donc il va avoir 92 ou 93 ans, qui était le patron de l'Institut de géographie à l'époque. Et voilà, on a accès aux échantillons et c'est la première fois au début des années 80 qu'on a, c'est la première fois au niveau planétaire qu'il y a vraiment un cycle complet qui est disponible. Donc du côté de Saclay, dans notre équipe, on analyse la composition isotopique, donc on reconstitue la température. Et c'est aussi la première fois pratiquement où mes collègues de Grenoble, alors au départ Robert Delmas, mais ensuite Dominique Reynaud, Jean-Marc Barnola, c'est la première fois qu'ils sont capables d'extraire les petites bulles d'air et d'analyser la composition en CO2. Donc on a la chance sur ce forage de Vostok d'être les premiers à avoir des échantillons qui couvrent l'ensemble d'un cycle climatique et d'avoir, alors grâce aux équipes de Saclay, de Grenoble, donc sur l'analyse des petites bulles d'air sont analysées à Grenoble, mes collègues grenoblois, et aussi la première fois qu'on est capable de reconstituer la composition de l'atmosphère. Voilà. Et donc c'est là qu'on montre effectivement, on est en 87 dans une série de 3 articles, ce lien, il y a moins d'effets de serre pendant les périodes chaudes, moins d'effets de serre pendant les périodes froides, plus dans les périodes chaudes, et surtout on voit que même dans les périodes chaudes, eh bien, sur les 12 000 dernières années, ou même il y a 125 000 ans, eh bien, on a déjà dépassé de loin. Les teneurs qu'on observe en 87 sont largement supérieures, déjà de 30%, à celles qu'on n'a jamais connues dans des périodes chaudes. Donc ça montre aussi que, effectivement, ce que l'on vit déjà, c'est lié aux activités humaines. Voilà, c'est un peu ça l'histoire. Et voilà, donc, moi, ça m'a enthousiasmé. Ça. Voilà, et donc il y a eu beaucoup d'échos, effectivement, parce que, voilà, il faut terminer, mais disons, l'alerte, ne peut pas être trop long, mais bon, l'alerte par rapport au réchauffement climatique, elle est donnée par les modélisateurs. Il faut bien, disons, on est après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 60, eh bien, c'est le développement des ordinateurs, un des premiers secteur où c'est appliqué, c'est le développement de modèles climatiques. Il y a une des premières, on connaît déjà l'effet de serre, on sait déjà depuis Arrhenius qu'on doit s'attendre à un réchauffement si on augmente l'effet de serre. Et les premières simulations, eh bien, ce sont des simulations où on double la quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère
Donc on appelle ça la sensibilité du climat. Et c'est illustré d'ailleurs, c'est le père de ces disciplines, c'est Suki Manabe, qui 50 ans après, en 2021, a un prix Nobel de physique pour ses travaux des années 60. Disons, il y a toute une série de modélisations de ce type, ça se concrétise dans le rapport Charnay en 79, hein, qui dit vraiment de façon très claire que eh bien, on va vers un réchauffement important de l'ordre de 3 degrés dans la deuxième partie de ce siècle et avec des conséquences, disons, dangereuses, hein, des conséquences dommageables. C'est clairement dit dès en 79. Et dans les années 80, disons, il y a tout vraiment, il y a un bouillonnement dans la communauté parce que toute la communauté souhaite alerter. Donc, il y a toute une série de conférences qui conduisent à la création du GIEC en 88. Et effectivement, disons, les données Vostok qui sont connues à peu près, enfin, on les publie en 87, mais je crois que Claude Lorius montre les premiers résultats en 85, à des réunions justement. Donc l'alerte est vraiment donnée par les modélisateurs, mais c'est vrai que ça ajoute de la crédibilité, le fait que c'est la première fois qu'on montre que sur la planète, l'effet de serre a vraiment joué un rôle. Voilà, et les décideurs politiques, ces courbes de Vostok, voilà, c'est plus visuel que de dire, il y a des modélisateurs qui nous disent, ils montrent plutôt ça. Al Gore montrait effectivement, disons, ces courbes parce que c'est très visuel. Voilà un peu l'histoire de ce début de carrière où est tourné plus sur les glaces polaires. Merci beaucoup. Vous venez d'évoquer la création du GIEC. Donc le GIEC, il publie des rapports dans lesquels des experts dressent des constats de la situation actuelle et des prévisions quant à l'avenir. On le sait, ces prévisions, elles peuvent être alarmistes, et les constats aussi. Ainsi, comment réagissent les gens qui travaillent au GIEC par rapport à ces données? Est-ce que l'ambiance est-elle la catastrophe? Et finalement, Monsieur Jouzel, comment ne devient-on pas collapsologue? Collapsologue. Bon, d'abord... Bon, ça débute pas si mal. Donc le premier rapport du GIEC, c'est 90. Le GIEC se met en place en 88. 90, premier rapport du GIEC. En gros, je dirais que la conclusion principale, c'est un peu celle du rapport Charnay. On va vers des réchauffements de l'ordre de 3 degrés dans la deuxième partie de ce siècle. Alors ça peut aller jusqu'à 4 ou 5, un 4,5. Voilà, des conséquences importantes qui ne sont pas encore très bien cernées. Je dirais, on connaît mieux les conséquences maintenant. Et donc, on sait déjà, donc ce message passe très rapidement de la communauté scientifique, alors on ne fait pas de recommandations au GIEC, simplement un diagnostic, vers les décideurs politiques. Puisque dès en 92, c'est le sommet de la Terre de Rio, eh bien, en fait, il y a 3 conventions qui se mettent en place, la convention climat, la convention biodiversité et une autre sur la désertification. La convention climat, c'est une convention de bon sens. Hein, donc, en gros, il faudrait prendre des mesures pour que le réchauffement climatique n'ait pas de conséquences dangereuses. Alors, il n'y a pas d'objectif chiffré, mais enfin, disons, en gros, il faut qu'un jour, le réchauffement climatique se stabilise. Hein, disons, voilà, et on sait au départ, c'est assez intéressant que, bon, voilà, des chiffres que vous avez en tête, voilà, une année comme l'an dernier, on a mis 37 milliards de tonnes à partir des combustibles fossiles, 5 à 6 de la déforestation, 1 à 2 pour la fabrication du ciment, et puis on ajoute 12 à 15 pour les autres gaz à effet de serre. On a 60 milliards de tonnes d'équivalent CO2. Mais ce qu'on sait dès en 90, c'est que les quantités de gaz carbonique qu'on émet, c'est de l'ordre de 30 milliards de tonnes à l'époque. On a augmenté de 20 à 30% à peu près. Eh bien, on sait que il y a une partie qui est absorbée par l'océan, une autre partie par la végétation, mais on sait qu'il en reste chaque année, grosso modo, entre 40 et 45%. Donc, on sait de façon claire, et c'est acté, que si on veut stabiliser, si on veut que l'effet de serre arrête d'augmenter, eh bien, il faut absolument que les émissions diminuent. Donc, voilà, sans parler des autres gaz à effet de serre. C'est quelque chose que... Et quand on regarde, donc la Convention climat se met en place, et la première réunion est en 97, donc elle se met en place rapidement, en 95, et en 97, eh bien, c'est le protocole de Kyoto, et c'est ce que reconnaît le protocole de Kyoto, puisqu'il invite les pays développés à diminuer leurs émissions, hein, disons sur la période 2008-2012 par rapport à 90. Donc, c'est tout à fait acté. On va essayer de stabiliser le climat, et pour ça, eh bien, il faudrait que les émissions diminuent. On va commencer à le demander aux pays développés de faire cet effort, en tout cas de faire ce chemin, de stabiliser leurs émissions, voire de les diminuer de 5 à 6% d'ici 2008-2012.
Voilà, malheureusement, ça n'a pas marché. C'est un peu le problème. Mais on ne peut pas dire que, disons, on ne peut pas dire que disons, le diagnostic des scientifiques n'ait pas été écouté. Il n'a pas été vraiment entendu. Ça, c'est autre chose. On en reparlera. Je donne toujours aussi l'exemple, pour pas être trop long, donc il y a en fait donc cette réunion climat se réunit chaque année. Donc, ce sont les COP. Alors, elles ne sont pas toutes aussi importantes. Il y a 3 COP importantes, celles où il y a des accords. Donc, Kyoto 97, Copenhague, un véritable échec en 2009, et puis Paris en 2015. C'est quand même les 3 dates qu'il faut retenir. Et par exemple, on est en 2015, eh bien, on vient de sortir le 5e rapport du GIEC. Eh bien, clairement, quand vous lisez l'accord de Paris, il s'appuie clairement sur dans les conclusions, il n'y a pas de recommandations, je le redis, les conclusions, le diagnostic du 5e rapport du GIEC. Voilà, c'est très clairement. Donc, on ne peut pas dire, j'ai le sentiment qu'on a accompli une partie de notre travail. En fait, le fossé, il n'est pas tellement entre les objectifs affichés par les pays, dans différents contextes, soit dans l'accord de Paris, sont à peu près, ou dans d'autres, ou à titre, disons, individuel de chaque pays, sont à peu près en phase avec les recommandations, le diagnostic des scientifiques. Malheureusement, le fossé, il est plutôt entre ce qu'affichent les pays et la réalité. C'est là qu'est le fossé réellement qu'il faut combler. Vous étiez présent en décembre dernier à la COP28 de Dubaï. Ouais. Quel bilan tirer de cette dernière édition? Et aussi, n'est-ce pas un peu paradoxal d'organiser une COP aux Émirats Arabes Unis, qui est un grand producteur de pétrole? Ça va être 3 fois de suite. Non, l'Égypte n'était pas. La précédente était en Égypte. On ne peut pas dire que l'Égypte soit un grand producteur de pétrole, mais c'est disons, entre l'Azerbaïdjan cette année, ça va être pareil. Hein, c'est bis repetita. J'ai beaucoup surpris. J'ai beaucoup surpris parce que je me souviens, j'étais avec Mathieu Vidard lors de l'annonce de la confirmation que ce serait Dubaï. Et j'ai effectivement demandé à Mathieu Vidard, donc tout le monde protestait. Et moi, je ne vois pas comment on peut discuter climat, discuter énergie fossile en dehors des producteurs d'énergie fossile. C'est assez clair. Donc disons, c'est un peu... voilà, pour moi, c'est pas ça qui fait perdre disons, qui fait que la COP marche ou ne marche pas. Bien sûr, c'est la présidence. Oui, ça donne une image, mais comment peut-on entraîner les pays producteurs de pétrole si on ne discute pas avec eux? C'est un peu ça Et donc moi, j'ai dit effectivement, c'est peut-être pas ça qui est si grave. Alors bon, la COP, elle était quand même avant tout organisée. C'était dans l'accord de Paris en 2015. On prévoyait que le premier bilan de l'accord de Paris serait fait en 2023. Et ça a été au cœur de cette COP de Dubaï. Et en fait, pour le constat est qu'on est loin du compte. Hein. Donc le constat, il est d'ailleurs quand vous lisez le document qui est sorti de Dubaï, on est, disons, à horizon 2030, on a 45% d'émissions en trop. C'est clairement écrit, c'est ce que dit le GIEC, mais c'est repris dans l'accord. Donc on a clairement 45% d'émissions en trop par rapport à ce qu'il faudrait pour disons, respecter les objectifs de l'accord de Paris. Il y a une différence essentielle entre Kyoto au départ, où il n'y a pas d'objectif chiffré, simplement, disons, prendre des mesures pour éviter des conséquences dangereuses, sans plus, et l'accord de Paris, où effectivement on a mieux cerné ces conséquences et où on commence à comprendre qu'il faudrait mieux limiter à 2 degrés, si possible 1,5 degré, je pense qu'on y reviendra. Merci beaucoup. Donc vous parlez de discuter avec les producteurs de pétrole. Et en avril dernier, Patrick Pouyanné a annoncé le déplacement de la cotation principale de Total, enfin c'est encore en projet, mais à New York. Et Bruno Le Maire avait dans la foulée assuré qu'il fallait garder Total en France, et notamment le siège de Total. Pensez-vous que c'est important de garder Total en France et de pouvoir discuter avec eux?
Oui, donc moi j'ai eu c'était l'an dernier, je crois. Donc au mois d'août dernier, j'étais invité du MEDEF, enfin un des invités du MEDEF à une table ronde où il y avait effectivement la ministre Agnès Pannier-Runacher, il y avait aussi Luc Rémond et Patrick Pouyanné. Et effectivement, j'ai simplement dit, je n'ai rien dit de spécial, simplement le constat qui est que si on veut limiter à 1,5 degré, on n'a plus que 5 ans d'émission au rythme actuel. Donc c'est neutralité carbone en 2050, mais comme ça, pas comme ça. Hein. Donc on se comprend. Et voilà, et que les conséquences allaient être, disons, à 3 degrés, c'était des conséquences vraiment extrêmement dommageables. Et bon, il y a, donc, dans certains endroits, on pourra s'adapter, dans d'autres, l'adaptation sera impossible, enfin difficile, sinon impossible, c'est très clair. Et voilà, et donc Patrick Pouyanné a d'une certaine façon balayé ça du revers de la main en disant la réalité, ce sont que les gens veulent toujours du pétrole et de plus en plus. Et ce qui est malheureusement la réalité aussi. Donc c'est sa réalité, mais c'est celle-là qu'il prend, c'est non pas la réalité des conséquences du réchauffement climatique. Voilà, et disons ça effectivement, en tout cas, disons cet échange a été bon, il n'a pas remis en cause la réalité du réchauffement climatique, hein, pas du tout. Il a dit, moi j'ai ma réalité, c'est en gros, tant qu'on me demandera du pétrole ou du gaz, voilà, donc j'en fournirai. C'est ça mon devoir et mon rôle. Pour cela, bon voilà, quand on apprend que là, ça m'a un peu touché. Bon, il va augmenter encore sa production d'ici 2030 et non pas la diminuer. Donc ça pose quand même question. Après que le siège soit en France ou pas, je ne sais pas ce que ça va changer. Bon, voilà, moi, oui, à un moment, j'aimerais bien que, voilà, je préférais qu'il reste en France d'une certaine façon, mais que l'État soit à la hauteur des engagements. On demande vraiment à Total, et vraiment, Total dit à juste titre qu'ils sont les premiers investisseurs dans le renouvelable, ce qui est exact aussi. Hein, il n'y a pas de mensonge de tout ce qu'a dit Patrick Pouyanné. Donc malheureusement, ce n'est que 5% de leurs investissements, même s'ils sont les premiers en France, ce qui est vrai, donc peut-être EDF maintenant, mais bon voilà, donc tout ça, bon, comment on entraîne une compagnie comme Total, on n'y arrive pas, c'est clair. Bon, on a aussi un président qui nous dit, qui valorise la voiture et voilà, et pas, bon, on voit bien que les mesures en faveur de l'électrique actuellement, disons, ont du plomb dans l'aile. Bon, c'est aussi tout ça qu'il faudrait voir. Je crois qu'il faut absolument jouer sur la demande. Donc, Patrick Pouyanné aura toujours les mêmes arguments. Tant qu'on m'en demandera, je vous en fournirai. C'est mon travail et c'est ce qui me rapporte. Et il faut jouer sur la demande. C'est ça aussi. C'est aussi vers nous qu'il faut se tourner, vers chacun d'entre nous. C'est ça, je veux dire. Merci. Il faut aussi communiquer avec des pays en développement. On sait que la transition écologique, elle est parfois plus difficile pour ces pays-là. C'est pourquoi en 2009, lors d'une convention, les pays développés s'engagent à fournir une aide financière à hauteur de 100 milliards d'euros par an à ces pays. Pourtant, il y a eu des retards et la somme fournie paraît bien en dessous des besoins, estimés à 2400 milliards d'euros par an selon un groupe d'experts de l'ONU. Ainsi, comment on les aide à cette transition et à la croissance qui peut être souhaitable aussi pour ces pays-là? Oui, je dis souvent qu'il y a 3 mots-clés pour la transition. Donc j'en ai déjà cité un, je pense, cette idée de sobriété, de regarder un peu à ce qu'on fait, je dirais, hein, sans vouloir du tout, disons, sobriété peut être tout à fait compatible avec du dynamisme économique, alors peut-être pas avec de la croissance ou de la décroissance. Le deuxième, dont on parlera peut-être, mais les pays en voie de développement sont en première loge, c'est pour moi la première conséquence du réchauffement climatique, si on prend les conséquences dans leur ensemble, c'est le risque d'accroissement des inégalités. C'est très clair. Et le troisième, c'est la solidarité. Et si on n'a pas de solidarité au sein d'un pays, d'ailleurs, entre générations, mais bien sûr entre Nord et Sud, ce que vous évoquez, moi, ça m'a beaucoup marqué. C'est-à-dire que c'était effectivement 100 milliards de dollars à partir de 2020, et en 2020, rien ne s'est fait. Alors en 2021 non plus, on a dit que c'est le Covid. Voilà, alors normalement, autant la COP de l'an dernier était largement centrée sur le bilan,
hein, sur le premier bilan. La COP de cette année à Bakou sera largement consacrée justement à ces problèmes de financement nord-sud. Mais vous avez raison, il y a les chiffres qui sont cités de 2400 milliards, ce qui est sur la table actuellement est souvent sous forme de prêt. Hein, pas tellement, quand on regarde, eh bien, n'est pas du tout à la hauteur. Il avait été promis à Paris de rediscuter de cette aide, enfin, oui, voilà, de rediscuter du niveau de cette aide, effectivement, en 2025, je crois. Donc, ça va être rediscuté en 2024. L'an prochain, ça sera probablement comme c'est au Brésil, en Amazonie, ça sera probablement largement consacré aux forêts. Bon, voilà, donc, mais oui, c'est extrêmement important. Je ne vois pas comment la seule solution, disons, prenons le cas de l'Afrique. Bon, l'Afrique en termes d'énergie fossile, ils sont pratiquement, ils peuvent assurer leur autonomie. Il y a du charbon en Afrique du Sud, il y a pratiquement du pétrole un peu partout. Là, on va encore en large de la Namibie, y compris offshore. Il y a du gaz, hein, tout ça. Donc, disons, en tant que continent, l'Afrique peut assurer son autonomie énergétique en utilisant les combustibles fossiles qui sont qui sont accessibles sur ce continent. Hein, disons, pour faire simple. Mais en fait, si on fait ça, eh bien, l'Afrique va se développer, on va dans le mur en termes de réchauffement. C'est-à-dire qu'on va au-delà des 2 degrés largement. Même si d'autres pays arrêtaient, même si les autres pays, disons, voilà. Donc il faut absolument que l'Afrique se développe, il faudrait absolument que l'Afrique se développe, non pas autour des combustibles fossiles, mais autour des renouvelables. Et en termes de renouvelables, l'Afrique est bénie des dieux. Hein, donc en termes de solaire, même en termes de, dans certaines régions d'éolien. Bon, il y a des régions où on peut utiliser la biomasse, la géothermie dans d'autres. Enfin, voilà, donc voilà, mais comment mettons, disons, l'Afrique sur ce chemin s'il n'y a pas de solidarité? Il faut les aider, et c'est là que c'est assez terrible. Je suis assez d'accord. Disons, si on n'arrive pas à aider l'Afrique à se développer suivant un schéma, disons, sobre en carbone, ce qui est techniquement possible, mais ce qui demande des investissements, je crois quand même qu'on aura échoué et qu'on y sera pour quelque chose, parce que c'est normal que ces pays attendent de nous. C'est normal, et non seulement, ce sont aussi pour les entreprises de développement économique futur. Hein. Il ne faut pas, disons, l'Afrique va se développer. Disons, si on regarde à échéance de 20 ou 30 ans, je pense que les entreprises qui le feraient, disons, au départ, c'est peut-être un peu investir, disons, un peu, peut-être, disons, de façon... Pas certaine, mais je fais le pari que les entreprises qui se lanceraient en Afrique seraient gagnantes à échéance de 10, 20, 30 ans. Voilà, donc c'est pas du tout donner de l'argent, mais c'est vraiment investir, voilà, aider l'Afrique à se développer suivant largement autour de renouvelables. Une des grandes conséquences aussi qui va toucher ces pays en développement, notamment en Afrique, ce sont les déplacements des populations. En effet, selon un rapport publié par la Banque mondiale en 2022, 216 millions de personnes pourraient devenir des réfugiés climatiques d'ici 2050. Pourtant, aujourd'hui, on voit que les questions migratoires créent de grandes polémiques et de grands débats, notamment en France, et qu'on a beaucoup de mal aujourd'hui à accueillir les réfugiés qui arrivent en Europe. Ainsi, comment peut-on régler et comment peut-on se préparer à cette... En faisant preuve de plus d'hospitalité, je suis assez clair. Hein, donc, parce que on verra sur les... disons, il y a 3 raisons pour lesquelles vous quittez l'endroit où vous vivez. D'abord, des régions où les sécheresses à répétition rendront, disons, ça sera de l'insécurité alimentaire qui sera la règle. Donc, effectivement, les régions qui... bien sûr, les régions du bord de mer, ça peut être dans le cas de... par exemple, c'est le cas du Nigeria, disons, dans la région côtière, mais ça peut être le cas aussi de l'Égypte. Donc, il y a des populations en Afrique, par exemple, qui sont vulnérables. Et puis le troisième, ce sont les catastrophes assez ponctuelles d'inondations, là au contraire, ou bien de vagues de chaleur qui rendront certaines régions quasiment invivables. Je donne souvent cet exemple. Disons, il y a des températures, disons, il y a ce qu'on appelle la température humide, c'est-à-dire à la fois température et humidité. Quand on dépasse 35 degrés et 80% d'humidité, on commence à se sentir mal. C'est-à-dire qu'en gros, ça devient des températures invivables. On ne peut plus vivre, avoir d'activité physique, sportive dehors normalement, je dirais. Et quand on regarde une carte à plus 3 degrés, eh bien, pratiquement toute la ceinture tropicale et équatoriale, on va parler de l'Afrique en particulier, eh bien, ces températures invivables seront là. Alors,
une partie de l'année dans certains cas, dans certains autres assez longtemps. Donc on voit bien que dans ces régions, on ne sait pas quand les gens ne pourront pas continuer disons, à vivre normalement. C'est le cas de dire invivable. Et il y aura effectivement des mouvements de population. Et je crois que bon, il faut alors. Pour moi, la meilleure façon de s'y préparer, c'est effectivement de tout faire pour limiter le réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés. C'est bien ça qu'il faudrait faire. Le bon sens, c'est la meilleure façon de s'y préparer actuellement. Et pour cela, donc, d'agir chez nous et d'être solidaire par rapport à l'action en Afrique et dans les pays en développement en général. Merci beaucoup. À propos de politique étrangère, le 5 novembre auront lieu les élections américaines et lors de la dernière édition, il y avait eu un changement majeur entre les deux présidents, étant donné que Joe Biden avait inscrit à nouveau les États-Unis dans les accords de Paris. Que penser de la prochaine élection et aura-t-elle un impact majeur sur les politiques environnementales américaines? Donc c'est assez évident, ma réponse est oui. Vous seriez surpris autrement. Revenons à Kyoto. Pourquoi Kyoto ne marche pas? En fait, les émissions, disons, n'ont pas arrêté d'augmenter de façon rapide dans les décennies 2000. Une des premières raisons, c'est que donc c'est Al Gore qui signe à Kyoto, mais il est vice-président de Clinton à l'époque, mais c'est pas lui qui est élu en 2000. Et en fait, c'est George Bush, et George Bush s'exonère du protocole de Kyoto. Donc on comprend bien que, alors à l'époque c'était le premier pays émetteur, ils se font dépasser par la Chine en 2005, mais on comprend bien que, disons, la première puissance économique s'exonérant de l'accord de Paris, eh bien ça n'aide pas vraiment, disons ça a créé une spirale vraiment négative, et donc ça a été pour moi, par l'émergence de la Chine, il n'y a aussi pas quelque chose, les émissions ont été très importantes, mais on voit bien, disons, la géopolitique est claire. Ensuite, ça recommence avec Donald Trump, donc là, et entre 2016 et 2020. Et donc là aussi, bon, il n'a pu sortir de l'accord de Paris formellement qu'en fin de mandat. Il y a eu des choses qui ont été faites aux États-Unis. Il a quand même compris. Enfin bon, mais il y a surtout quand même. On peut parler des pays de l'OPEP, mais le premier pays producteur de fossiles actuellement, ce sont les États-Unis. Il ne faut pas se masquer. Et voilà. Et donc, y compris d'ailleurs sous Joe Biden qui a continué, enfin, disons, à développer le fracking et voilà, les non conventionnels. Mais, disons, il y a des choses qui sont faites aux États-Unis en termes de renouvelables, mais ça reste une grande puissance en termes d'énergie fossile. On voit bien que là aussi, donc, mais ça a marqué quand même, ça n'a pas, si un grand pays comme les États-Unis était vraiment impliqué dans l'accord de Paris et le restait, ça aide les autres, ça entraîne, ça a une force d'entraînement. Et effectivement, si Donald Trump revient au pouvoir, ce sera de nouveau, disons, une sortie de l'accord de Paris. Alors, elle pourra se programmer probablement quand, je ne sais pas quand, mais bon, ça c'est déjà dans son plan. Donc oui, c'est extrêmement dommageable, alors que Kamala Harris, disons clairement, est sur la ligne, en tout cas de rester dans l'accord de Paris, et même, si je comprends bien, assez convaincue de la nécessité de l'action. Donc oui, c'est loin d'être neutre, l'élection américaine, par rapport à ce dont on discute aujourd'hui. C'est même essentiel. Merci beaucoup. Je voudrais parler des lobbies qui ont une place importante auprès de nos décideurs politiques, que ce soit au niveau gouvernemental ou européen. Et en tant que représentant du monde scientifique, vous avez sûrement été confronté durant votre carrière à ces lobbies. Quelle a été votre relation avec ces derniers et sont-ils nécessaires pour un débat sain dans le débat public? Alors, je ne sais pas si j'ai été confronté au lobby. Alors, j'ai la chance, je ne sais pas, mais dans les projets de recherche dans lesquels je suis impliqué, alors j'ai aussi été directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace, n'était pas soutenu par des entreprises, hein, donc c'était plutôt du soutien, beaucoup du soutien européen d'ailleurs. Hein. On avait fait beaucoup de projets européens, et ça c'était assez formidable. Voilà, donc j'ai pas forcément été disons, confronté directement à des lobbies. Alors, effectivement, ça ne veut pas dire. Enfin, on peut dire que. Alors, la question, est-ce que c'est. Enfin, j'essaye de réfléchir à votre question. Est-ce que j'ai été confronté à des lobbies? Bon, moi, il y a
pour moi, actuellement, oui, il y a un lobby auquel, enfin, je sais pas, je suis pas confronté personnellement, mais voilà. Par exemple, si je regarde, j'ai participé à la Convention citoyenne pour le climat. D'accord. Donc, je vais repartir de ça. Donc, comme membre du comité de gouvernance, des recommandations qui étaient faites par une des recommandations, par exemple, par les citoyens, je suis très en face, c'était de surtaxer les véhicules lourds. D'accord. Donc, les citoyens proposaient de les surtaxer au-delà d'une tonne 2. Et en fait, les lobbies de l'automobile a tout fait pour que ce ne soit pas le cas, et ça a été 1,8 tonne au départ. C'est-à-dire qu'il n'y a que 2% des véhicules qui étaient surtaxés, et non pas 25% comme le souhaitaient les citoyens. Parce que c'est vraiment le poids des véhicules qui est vraiment disons, ça joue un rôle très important sur effectivement les émissions. Voilà, donc oui, c'est dans ce cas-là, bon, j'y ai pas été confronté personnellement, à titre personnel, mais moi j'ai été très déçu. Bon, le lobby de l'aérien, quand disons, les mesures proposées par les citoyens, y compris en aérien national, il n'y a rien eu de fait. On voit bien que derrière, effectivement, c'est chaque communauté, pareil pour la publicité, je peux le dire, hein, disons, il y avait les publicitaires se sont mis vent debout par rapport aux propositions des citoyens qui étaient de réduire la publicité sur tout ça. Donc oui, ce sont des lobbies, pas à titre personnel, ça je veux dire, mais bon, voilà, j'ai vécu cela comme ça. Vous avez parlé de la convention citoyenne, où donc les citoyens pouvaient proposer des solutions. Aujourd'hui, beaucoup de gens encore pensent que le technosolutionnisme et l'innovation sont les solutions à mettre en place pour sauver la planète. En tant qu'ingénieur, on réfléchit à notre avenir et on sera peut-être amené à travailler dans des projets technologiques et techniques. Ainsi, que pensez-vous de ces solutions? Et est-ce qu'il ne faut pas plutôt une transformation profonde de la société par un changement de système, par exemple? Donc, oui, alors j'avais exprimé, je suis pour la recherche et l'innovation, de façon très claire. Voilà, mais pour ce dont on parle aujourd'hui, la recherche et l'innovation n'ont de sens que si elles s'inscrivent dans une dynamique de neutralité carbone. Donc c'est très clair. Donc voilà, je ne suis pas... Alors, il faut aussi, je l'ai dit, de la sobriété en termes d'efficacité. Il ne faut pas que de l'efficacité énergétique, il faut aussi regarder la façon d'utiliser l'énergie. Mais je ne suis pas du tout contre... Il peut y avoir des innovations intelligentes, aussi bien sociétales. Hein, on peut parler de l'autopartage ou voilà, des choses. Et donc, je ne suis pas pour un monde figé par rapport... Et au contraire, je vous engage justement à apporter des solutions, disons, à participer à apporter des solutions. Mais bon, voilà, bon, je dirais que les deux domaines actuellement qui sont... Bon, l'IA, par exemple, c'est pas une bonne solution. Hein, en termes de... Bon, c'est consommateur d'énergie, il faut réfléchir à tout ça. Voilà. Maintenant, je mets... Alors, dans ma petite tête, alors l'innovation, ça peut évoquer quelque chose d'intelligent et d'utile. Le technosolutionniste, pour moi, ça évoque autre chose. Ça évoque la géo-ingénierie. Et je me suis élevé contre cette géo-ingénierie de façon très claire. Donc il y a deux façons de modifier, enfin d'essayer de modifier le climat dans l'autre sens. On peut pomper le CO2 de l'atmosphère. Il y a différentes méthodes. Bon, bon, ça peut poser des questions, mais bon, je veux dire, c'est probablement utile. Ça sera indispensable parce que de toute façon, il y aura, si on veut atteindre la neutralité carbone, il y aura des émissions résiduelles qu'on ne pourra absolument pas maîtriser. Donc il faudra pomper une partie du CO2 de l'atmosphère. Mais il y a surtout une autre méthode qui est de jouer sur le rayonnement solaire. Celle qui est évoquée le plus fréquemment et qui est déjà, que beaucoup évoquent, y compris dans les COP l'an dernier, c'est, disons, l'injection d'aérosols, disons, à une dizaine de kilomètres d'altitude. Hein, ça fait comme un volcan, à chaque grand volcan, il y a un refroidissement d'un dixième de degré pendant quelques années. Donc, c'est jouer les volcanologues. Et avec quoi? Alors, d'abord, il y a des effets secondaires. Bon, voilà, sur le cycle de l'ozone, sur les précipitations. Je vais me placer dans le cas où ces effets secondaires sont maîtrisables. Hein, voilà. Même dans ce cas-là, et donc on va imaginer que, en gros, l'idée, c'est de laisser les émissions de CO2 augmenter sans trop s'en offusquer. Et donc, pour stabiliser le climat, eh bien, il faut augmenter la dose, chaque année, la dose d'aérosols qu'on met dans l'atmosphère, hein, disons, répéter de plus en plus souvent l'expérience. Et donc,
alors, bon, voilà, on va imaginer que tout se passe bien pendant 20 ans, le climat est stabilisé, voilà, disons allez, à 2 degrés, parce que les 2 degrés, on n'y échappera pas. Hein, donc, mais pour une raison quelconque, une guerre, par exemple, des aspects technologiques, eh bien, on doit arrêter. Eh bien, le degré qu'on aura évité, enfin, à peu près en moyenne, disons en France, d'ici 2050, c'est, disons, on prendra 1 degré, eh bien, disons, vous le prendriez en 2 ou 3 ans au lieu de le prendre sur 20 ou 30 ans. Et donc, ça sera encore plus terrible. Donc, c'est vraiment... Donc, je me suis élevé contre ça et je me suis impliqué, donc, y compris... disons, je suis intervenu aux 30 ans du COMETS du CNRS sur ces aspects. Vraiment, je pense que enfin, du point de vue éthique, je crois qu'il ne faut pas se lancer dans vraiment, c'est d'un égoïsme absolu de la part de ma génération. Disons, se lancer dans la géoingénierie solaire, autant le CO2, on peut, non, je suis plus assez pour, si c'est fait. Bon. Mais il y a aussi un problème éthique sur le piégeage du CO2. En gros, le problème éthique, c'est que même si ça marche, comme il n'y a pas encore de modèle économique, en gros, ça veut dire qu'on continue à émettre du CO2 aujourd'hui, on vous demande de l'enlever de l'atmosphère dans 20 ans. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement. On se rend compte de ça aussi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas le faire, mais c'est ce qu'on est en train de faire et on pourrait quand même réfléchir à en émettre moins actuellement. Ce serait quand même plus futé, ça je veux dire. Donc, dans les 2 cas, il y a un problème éthique qui est vraiment aigu et qui pour moi, enfin, disons, fait que je suis hostile à la... ne serait-ce même aux recherches sur la géoingénierie solaire, parce que je pense qu'à un moment, voilà, donc il y a des recherches qui se font, alors que les universités américaines sont, disons, marchent beaucoup dans ces domaines. Donc c'est des questions que vous vous poserez certainement, certains d'entre vous, j'imagine. Certaines autres solutions paraissent inégalitaires. En effet, les classes populaires sont les premières victimes des efforts qui doivent être faits pour la transition. Par exemple, le mouvement des Gilets jaunes se lance en 2018 suite à notamment l'augmentation des prix du carburant qui est liée à l'augmentation de la taxe carbone. Ainsi, comment contrecarrer les inégalités qui peuvent apparaître et faire de la transition et de l'écologie une priorité pour l'ensemble de la population. Donc oui, effectivement, puisque rétrospectivement, disons, si cette taxe carbone avait été augmentée comme il était envisagé en 2018, c'est le chiffre qui vient du Conseil d'analyse économique, disons les 10% les plus modestes, par rapport à leur salaire, par rapport à leurs revenus, auraient été 3 fois plus affectés que les 10% plus hauts revenus. En termes relatifs, pas en termes absolus, évidemment. Hein. En termes absolus, ça aurait été disons, les plus riches qui auront contribué plus. C'est une question de consommation. Donc, moi, j'aimerais bien revenir à ce qui avait été proposé. J'ai fait partie de la commission Rocard en 2010, et c'était quand même, il y avait vraiment des vraies compensations en fonction de la distance. Il y avait un effort qui avait été fait de la composition familiale qui aurait permis effectivement. J'ai participé à cette commission et c'est assez intéressant. Ça avait été vraiment pratiquement voté à l'unanimité, mais ça avait été retoqué par le Conseil constitutionnel comme n'étant pas égalitaire. Donc c'est incroyable. Bon, je pense que si on avait mis à l'époque ce système en route, peut-être que l'on n'en serait pas là. Ensuite, il y a eu évidemment disons les bonnets rouges. Moi, je suis breton, donc ça c'était plus pour la taxe poids lourd. Mais voilà, on n'a jamais réussi à... On ne sait pas faire en France, c'est clair. Donc, on n'a pas réussi, alors que d'autres pays comme la Suède ont réussi et, disons, ont réussi à mettre en place des taxes qui accompagnent le développement économique, au contraire, plutôt que de le freiner. Merci beaucoup. Avant de passer aux questions du public, je vais vous poser une dernière question. Il se produit finalement au niveau du climat exactement ce que les scientifiques avaient prédit il y a 50 ans, et on se dirige vers une trajectoire de 3-4 degrés, voire plus si on n'agit pas, et si on n'agit pas assez vite. Monsieur Jean Jouzel, êtes-vous toujours un éternel optimiste? Non, optimiste, alors, optimiste, quand je regarde, j'interviens depuis une bonne quarantaine d'années, ou je sais pas, dans les années 80, j'ai dû commencer. J'ai toujours dit que, je pense avoir répété que disons, le réchauffement climatique, c'était vraiment un problème, hein, avec des conséquences importantes, et je l'ai toujours dit, jamais masqué. Mais j'ai longtemps dit qu'il y avait des solutions. Mais maintenant, effectivement, on peut se poser, à un moment, il faut que les solutions se mettent en route, c'est le problème. Donc on arrive dans le mur, là, donc on le dit tous, et quand il reste plus que 5 années
disons, pour limiter à 1,5 degré, et on voit bien, il y a un article la semaine dernière qui nous dit que c'est pratiquement impensable. Si vous voulez, si on voulait limiter à 1,5 degré tel qu'on est parti, il faudrait pomper 1000 milliards de tonnes de CO2 d'ici la fin du siècle. C'est ce qu'on vous laisse à faire. Vous voyez, c'est le chiffre qui est là, dans l'article apparu la semaine dernière. Donc, c'est pratiquement impossible maintenant. Donc, soyons clairs. Donc, c'est probablement moins difficile si on veut limiter à 2 degrés, mais il faut être réaliste. Mais alors, je pense par contre qu'il faut continuer, parce que le message qu'un dixième de degré compte, bon, voilà, mais il ne faut pas rêver. Disons, je ne suis pas optimiste sur 1,5 degré. Je partage tout à fait. Voilà, donc ce diagnostic, c'est techniquement impossible de repomper 1000 milliards de tonnes, pratiquement 10 milliards de tonnes enfin, 15 milliards de tonnes chaque année. Vous voyez bien que c'est pratiquement inimaginable. Donc voilà, mais faisons le maximum pour ne pas trop s'éloigner des 2 degrés, si possible ne pas les dépasser. C'est ça le message. Donc ça reste possible. Et donc, alors moi, ce que j'essaye de dire, c'est que ça reste techniquement possible. Il faut vraiment le vouloir collectivement. C'est au prix d'une solidarité internationale. Et pourquoi je suis moins optimiste, c'est que cette solidarité internationale n'existe pas. C'est très clair. Donc on le voit bien entre pays nord-sud, mais on voit bien que ces blocs qui se mettent en place entre Chine et les États-Unis, enfin bon voilà, la géopolitique ne nous aide pas. Et donc, mais il faut quand même faire le maximum. Et donc moi je pense que, disons, ce que j'aime dire, c'est que cette transition, elle se fera. Elle ne se fera pas assez vite, hein, plutôt, j'espère, d'ici la fin du siècle. Je crains qu'elle ne se fasse pas assez vite, mais il faut se placer dans l'hypothèse où elle se fera, parce que c'est inacceptable on ne peut pas accepter que la température augmente indéfiniment. Alors, on peut parler de technosolutionnisme, il y aura probablement ça qui se mettra en place, mais ça, voilà. Mais en termes, si on ne parle que d'adaptation, l'adaptation qui est indispensable et d'atténuation, si on ne met pas ce troisième pilier de géo-ingénierie en œuvre, ce que j'espère franchement, eh bien, voilà, donc on sait qu'il faut faire le maximum, donc on sait qu'il faudra, et donc les secteurs d'activité qui s'y mettront le premier seront gagnants. Donc il y a beaucoup, je le redis, d'innovation, à mettre en œuvre, de recherche, et pour votre génération, c'est aussi, je pense, un véritable défi, mais c'est pas du tout inintéressant, c'est ça que je veux dire. C'est pour ça que je garde une certaine dose d'optimisme, parce que ça reste possible et que c'est intéressant. Après tout, disons, moi, si j'étais jeune, je me lancerais boule frais, certainement. Je veux dire par là qu'il y a tellement de choses à faire que plutôt que de baisser les bras, allons-y, c'est plutôt être encourageant. Mais je suis pas naïf, je ne crois pas qu'on reviendra à 1,5 degré par simple pompage du CO2 de l'atmosphère. C'est pas techniquement possible tel qu'on est parti actuellement. Voilà. J'espère ne pas être trop pessimiste, mais oui, il faudra. Bon, on peut aussi s'adapter probablement à 2 degrés, mais vraiment le diagnostic est clair. Plus on s'éloignera, plus ça sera vraiment difficile de s'adapter, voire impossible dans certaines régions. C'est pas du tout un jeu. Les 3 degrés vers lesquels on va sont invivables dans beaucoup de régions, et ça posera des questions dont on a déjà évoqué. Et si on va au-delà, ce qui n'est pas complètement, disons, le risque est toujours là, hein, eh bien, ce sera vraiment. Ils ont même des pays comme la France, plus 4 degrés en France, ça ne sera pas si simple. Donc c'est vers quoi on va, plus 4, plus 5 en France avec l'amplification. Donc il faut tout faire pour, disons, revenir au moins vers les 2 degrés, c'est important, à l'échelle planétaire. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais circuler dans la salle. Vous pouvez lever la main si vous avez une première question. Vous venez de mentionner qu'il y avait plein de choses intéressantes justement pour les jeunes qui se lançaient. Ouais. Est-ce que vous avez des exemples un peu plus précis en termes, je sais pas, de domaine ou d'applications concrètes? Par exemple, dans ce qui est une des forces de votre école, toute l'énergie, il y a beaucoup à faire. Comment on fait pour que la production d'énergie à l'échelle planétaire soit neutre en carbone en 2050? C'est quand même bon, il y aura dans certains pays développement du nucléaire, ça sera probablement le cas en France, mais bon, le nucléaire actuellement, c'est 2% d'énergie finale, c'est 5% d'énergie primaire au maximum. Même si le nucléaire se développe, ça sera entre 5 et 10%. Donc, si on veut une énergie propre, disons non émettrice en 2050, c'est 90% à l'échelle planétaire de renouvelables, ou 95%.
Donc c'est quoi? C'est l'éolien en mer, voilà, il y a plein de c'est le stockage de l'énergie, voilà, ce qui explose, c'est comment on stocke l'énergie. Voilà, il y a plein de choses à faire dans les domaines de l'énergie voilà. Il y a plein de choses à faire dans les domaines des matériaux aussi. Comment on développe des batteries, mais ça revient toujours au niveau de l'énergie. Comment on développe des batteries qui ne nécessitent pas, qui ne requièrent pas des matériaux qui sont difficiles à se procurer pour des raisons diverses, soit géopolitiques, soit disons géologiques. Voilà, donc dans tous ces domaines, bon, dans l'efficacité énergétique, il y a beaucoup à faire. Voilà, dans d'autres domaines, l'organisation sociale aussi. Donc, dans l'urbanisme, c'est aussi essentiel. Comment on atteint la neutralité carbone à Paris, par exemple. Bon. Je vous assure que c'est pas si simple. Les matériaux sont pas là. Donc, oui, dans tous les matériaux, tous les domaines d'ingénierie, bon, le transport évidemment. Voilà, donc dans tous ces domaines, moi je vous invite à regarder ne serait-ce que la planification écologique. Si vous regardez, il y a une planification écologique qui est très bien construite à horizon 2030 et vous voyez tout de suite les secteurs dans lesquels il y aura besoin d'un petit peu et pratiquement tous les secteurs de notre économie, disons, qui auront besoin de gens qui souhaitent, je pense que c'est votre cas, contribuer à cette, disons, à cette neutralité carbone d'une façon ou d'une autre. Soit le stockage, soit l'efficacité, soit dans l'isolation, le transport, voilà, dans les méthodes de transport. Donc, je veux dire, je dis souvent, une autre façon que j'ai de le dire, c'est qu'il n'y a pas de secteur d'activité qui puisse se dire que le réchauffement climatique, c'est pas son affaire. Ça peut être aussi de l'adaptation. Donc, par exemple, en région côtière, ça peut être... Donc, je dirais, à mon regret, le réchauffement climatique va marquer votre génération. Disons, là, le réchauffement est joué pour les 20-30 prochaines années, dans tous les cas. Alors, j'espère qu'il va... Bon, voilà, donc c'est quand même ça qu'il faut... disons... Voilà, et on peut construire autour de ça, il y a plein de choses à faire. Et regardez la planification écologique, vous verrez que c'est très riche. Alors, pas en termes d'emploi, mais vraiment, tous les secteurs sont concernés, c'est clair. L'agriculture également aussi, pour ceux qui peuvent s'y intéresser. Déjà, bonjour et merci d'être venu, c'était très intéressant. Imaginons que demain, vous êtes nommé roi de France. Quelle est la première mesure politique concrète qui pourrait être acceptée par les Français que vous instauriez? Par exemple, une mesure qui est relativement acceptée des Français, parce que les gagnantes c'est quand même l'isolation des bâtiments anciens. Donc moi, la première mesure, et on attend beaucoup voilà, et ça, c'est quand même gagnant-gagnant. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait dans le budget? Je ne vais pas faire de politique ici, on peut, mais c'est pas le problème. Mais je veux dire, bon, on voit bien que c'est justement dans les économies qui vont être faites, un des premiers postes qui est affecté. Donc oui, on pourrait mettre le paquet sur le logement, par exemple, sur l'isolation, ce serait déjà... Bon, moi j'inviterais... Mais Macron est venu nous voir à l'époque, mais bon, mais j'invite toujours les politiques à un peu relire les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Elles sont extrêmement riches et intéressantes. Donc évidemment, il y a toute la politique énergétique aussi qui est à mettre en œuvre. Par exemple, je regrette que ce qui se passe actuellement, c'est que donc la décision a été prise d'avoir on aura 6 EPR dans un premier temps et je pense que ça va pas être remis en cause. Mais il y a une petite musique derrière qui est dangereuse, qu'on entend pas mal quand même, c'est on va faire du nucléaire et donc ça va continuer, il n'y a rien à voir. C'est le contraire, il faut absolument continuer à développer de façon massive les énergies renouvelables, par exemple. Donc, et là, il y a plutôt un découragement du côté des gens qui font du renouvelable. Donc voilà, donc il y a plein de choses à faire. Pourquoi on met 10 ans à faire un parc éolien en France, y compris en mer, et qu'on met 5 ans en Allemagne? Donc il y a plein de choses à faire qui accéléreraient cette transition. Donc sur l'énergie, sur le bâtiment, l'urbanisme, voilà. Et puis se tenir à ses engagements. Ensuite, l'Europe a décidé 2035, fin du moteur thermique. Et voilà, il y a des gens qui n'ont pas de cesse de vouloir remettre ça en cause.
faut pas que les États doivent se sentir forts par rapport à, disons, à ces lobbies. Il faut que, bon, voilà, il y a si on ne tient pas compte de ça, donc c'est aussi se tenir les engagements qui ont été pris. Voilà, donc ça fait beaucoup, mais donc le premier, c'est quand même le bâtiment et l'urbanisme, hein, la première ressource. Bonjour, merci encore. Je voulais savoir si vous aviez un avis sur tout ce qui se passe dans le cadre de la désobéissance civile aujourd'hui, qui est quand même quelque chose qui se passe beaucoup, surtout dans notre génération. Oui, j'ai un avis. Donc, bon, moi-même, c'est vrai que je ne me suis pas impliqué directement, par exemple, avec, disons, Rébellion, comme on dit, Extinction Rébellion. Mais je suis allé les soutenir. Donc il y avait eu un procès. Je suis allé donc dans l'île de la Cité, là, donc témoigner. Donc bon, voilà. Donc ce que je dis généralement, c'est que, enfin, moi, je suis pour l'engagement. Alors l'engagement peut prendre différentes formes, mais je respecte ce type d'engagement. Je suis allé soutenir en témoignant de la réalité du réchauffement. Bon, il y avait 25 jeunes qui étaient poursuivis. Donc voilà. Donc je ne sais plus c'était pourquoi. Donc voilà, on essaye. Mais moi-même, je ne suis pas. Extinction Rébellion m'avait contacté, je ne suis pas allé à la manif, je ne cache pas. Bon, c'est plus de mon âge, bon, s'accrocher aux grilles, donc c'était ça allait s'accrocher aux grilles. Donc voilà, non mais moi je pense qu'il faut s'engager, c'est ça qui est important. Et voilà, et je respecte ces engagements, même si disons, je m'y intéresse quand même aussi. Voilà, donc oui, engagez-vous, et il y a différentes façons de le faire. Ça peut être aussi politiquement. Hein, donc il ne faut pas hésiter à des engagements politiques. Bon, moi je me suis engagé sur l'Europe avec Pierre Laroutourou et tout. Voilà, donc il y a différents types d'engagements, mais faites des choses. Voilà, ça peut être dans les associations, ça peut être Extinction Rébellion. Voilà, faites-le. Si c'est ça vers lequel, voilà, où les scientifiques en rébellion aussi, on a également soutenu. J'apporte mon soutien, mais je ne suis pas actif dans ces, disons, ni dans Extinction Rébellion, ni dans Scientifiques en Rébellion. Bonjour, merci d'être venu. On observe très récemment des réductions des émissions de gaz à effet de serre dans certains pôles particuliers sur la planète. Je pense à l'Europe, c'est le cas en France, et c'est aussi le cas très récemment et en petite quantité en Chine, malgré d'ailleurs une croissance économique assez importante. Est-ce que ça correspond à des vrais changements structurels? C'est quelque chose sur lequel on peut faire confiance? Ou est-ce que c'est juste des réajustements qui ne sont pas vraiment significatifs? Et donc, ces différences dans les... prenons le cas de la France, les émissions ont diminué de 5% entre 2023 et 2022. Bon, les analyses disent qu'il y a une partie de structurel, c'est vrai, le développement du renouvelable ou des mesures qui ont été prises. Il y a aussi une partie de conjoncturelle, en ce sens que ça a été, dans un cas, il y avait, disons, les centrales nucléaires n'étaient pas très en forme en 2022. Après, se sont remises en route, mais ce gain en termes d'énergie nucléaire entre 2022 et 2023 ne va pas se répéter entre 2023 et 2024, puisqu'elles ont très bien tourné dans les deux cas. C'est ça que je veux dire. Donc, on va voir. C'est pas forcément négatif en France. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on arrive bon, il y a ce secrétariat à la planification écologique, il y a cette planification écologique, et donc c'est quand même un objectif ambitieux, disons diminuer de 55% nos émissions par rapport à 90, mais c'est quand même diminuer de 5% par an. Hein, donc ce qu'on a fait entre 2023 et 2022, il faut le tenir jusqu'en 2030 et après. Hein, donc voilà, il faut vraiment, il y aura du conjoncturel, mais il faut vraiment quelque chose disons, une lame de fond disons, ça risque. Les mesures qui sont proposées actuellement risquent de ne pas nous mettre sur cette trajectoire qui est ambitieuse. Je suis tout à fait en phase avec l'objectif, mais je crains que les mesures qui sont prises actuellement, les financements qui sont apportés, donc voilà, ce soir je vais parler avec Selma Mahfouz qui a été qui a été, disons, auteur de ce rapport sur les 70 milliards qu'il faudrait mettre en France pour chaque année. Mais je crains qu'on n'ait pas des, disons, à chaque fois, nos gouvernements laissent passer, les objectifs sont bien affichés, la réalité c'est que, eh bien, on risque de ne pas les atteindre. Mais j'aimerais bien qu'on y arrive. Voilà. Alors d'autres pays, oui, vous avez raison, hein, la Chine, si ça stabilise, c'est une bonne nouvelle.
Donc, et c'est pas exclu. Mais disons, il y a aussi une baisse de l'activité économique. L'activité économique repart en Chine. D'après ce que je comprends, on va voir si elle repart autour du fossile ou autour aussi du renouvelable. C'est quand même le premier pays en renouvelable, la Chine. Et en nucléaire aussi, je crois d'ailleurs. Oui, bonjour. Sur votre gauche. Ouais. Là. Juste là. Ouais, je vois. Ok. Okay. Ah ouais, mais carrément manqué là. Ouais, un peu. Oui, juste la transition écologique, ça va restructurer un petit peu notre façon de produire donc de l'énergie, mais certainement aussi nos industries et notre économie, au risque d'entraîner plusieurs plans sociaux dans beaucoup d'entreprises, ce qui va certainement créer de grosses crises sociales, comme on a pu déjà en connaître avec les Gilets jaunes. Comment vous pensez que l'État ou même la société civile doit se préparer à ce genre de choses? Et est-ce que par exemple des mesures comme un salaire minimum global pour tout le monde, c'est une mesure que vous pensez nécessaire pour la transition écologique? J'ai soutenu Benoît Hamon quand il proposait ça, donc, donc je ne sais pas, mais alors ta question c'est est-ce que la première question c'est est-ce que à part le salaire déjà est-ce que ce genre de mesures, est-ce que vous pensez que ça sont nécessaires pour la transition écologique? Enfin bon, c'est sûr que la transition écologique, alors bon, il faut quand même beaucoup d'agir. Enfin, je veux dire, bon, il faut bien comprendre. Mettons-nous dans un monde où il n'y aurait pas de ce problème de réchauffement climatique. On est dans un monde qui se modifie très rapidement, ne serait-ce que l'IA. Ça va complètement. Bon, on peut parler du réchauffement climatique, mais par exemple, l'IA est en train de complètement modifier les structures enfin, à terme, on verra bien, hein, mais voilà. Donc, il n'y a pas. Mais je dirais que le réchauffement climatique en ajoute une couche. Un exemple qu'on donne et qui est une réalité, c'est que les véhicules électriques, c'est bien pour le climat, mais c'est pas bon pour l'emploi. C'est pas bon au moment de la fabrication. Et bon, nous, on a une Zoé, je vous assure qu'on va jamais au garage. On a dû changer un truc quand même, mais si tu veux, il y a même pas de vidange. Donc les territoires qui vivent autour de petits de mécanos qui sont au centre des villages. Donc oui, il y a ces problèmes qu'il faut se poser. Donc il faut effectivement créer un dynamisme économique autour d'autres choses. Parce que oui, si le véhicule électrique s'impose, c'est globalement moins d'emplois. Alors il y a la fondation, la FNH, qui avait fait il y a plein de rapports. Bon, moi, je ne peux pas redonner les chiffres, mais disons, il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi à ce qui pourrait être fait. Bon, je ne suis pas vraiment économiste, mais oui, du point de vue social, il faut absolument prendre des mesures. Alors, il y a pas que, je redis qu'il n'y a pas que le réchauffement climatique, il y a beaucoup d'autres choses qu'il faudra en prendre. Non, par rapport au salaire minimum, je suis plutôt assez en face. Hein. J'ai vraiment soutenu Benoît Hamon à l'époque quand il proposait cela. Donc voilà, j'étais dans son équipe. Donc oui, ça me semblerait une bonne mesure, mais est-ce qu'on est capable de la tenir? Il faudra aussi, ça peut se mettre en place que dans le cadre d'une économie assez dynamique. Donc voilà, mais je suis plutôt favorable. Bonjour et merci. Il y a un super rapport qui porte le même nom que vous sur l'implémentation des enjeux écologiques dans l'enseignement supérieur et la recherche. C'est moi qui vais vous poser la question, on va voir. Est-ce que vous pensez qu'on est allé assez loin aujourd'hui dans l'enseignement supérieur? Est-ce que s'attaquer à l'enseignement supérieur, c'est pas le faire trop tard et qu'il faudrait s'attaquer aux primaires, collèges et lycées? Bon, d'abord, oui, il faut s'attaquer. Non, mais effectivement, je me suis intéressé. Donc, j'ai coordonné un rapport sur la formation et la sensibilisation, disons, à la transition écologique dans l'enseignement supérieur avec un rapporteur formidable, Luc Abadi. Voilà, il y avait des représentants des associations étudiantes qui ont été très actifs. Hein, bon, voilà. Alors, ça s'est bien passé. Enfin, je pense que le rapport a été bien perçu. Disons que c'était Frédéric Vidal qui me l'avait commandé en 2019, elle m'avait contacté, donc j'avais accepté. Moi, je suis pas enseignant, mais entre 2019 et 2020, j'ai consacré beaucoup de temps à ce rapport. On a consacré, on était une vingtaine. Voilà, il a été bien perçu. Alors moi, les questions que je pose, c'est comment il s'est décliné ici. Est-ce qu'il se décline? Alors moi, c'est plutôt moi qui ai une question par rapport à vous, parce que voilà, donc ce rapport.
qu'est-ce que vous recevez comme... Déjà, c'est sympa de vous voir assez nombreux ici. Déjà, c'est très sympa. Mais voilà, est-ce qu'il y a vraiment... vous ne pouvez pas voir par rapport aux générations précédentes, mais par rapport globalement à la transition écologique au sens large, qui n'est pas que climatique, mais aussi la biodiversité, aussi l'aspect sociétal et tout ça. Est-ce que vous vous sentez suffisamment formé, sensibilisé à l'école des mines? Qu'est-ce qui répond? Antoine, allez. Ouais. Moi, je pense qu'on a quand même une solide introduction avec le cours de M. Jancovici en première année, donc ça fait quand même une belle base. Ensuite, il y a quelques matières qui traitent de transition écologique. Je pense notamment à les posters du E14 que vous allez bientôt faire les premières années. Donc, on a quand même des cours qui en parlent pas mal. D'accord. Et je trouve qu'il y a quand même des mesures et qu'on est quand même bien informé par rapport à d'autres écoles, je pense. Alors du point de vue purement historique, mais peut-être que Jean-Marc vous l'a rappelé si vous l'avez écouté, donc sa première conférence climat, c'était ici, donc voilà, en 2001 ou 2002. Donc voilà, on avait fait ça ensemble. C'était quoi, les anciennes polytechniques, je crois, qui se réunissaient ici, donc dans une salle par là. Ouais. Donc, mais c'est très bien, oui, c'est très bien. Voilà. Si vous... Ouais, il y a une autre. Enfin, moi, je vois une question là-bas, mais qui c'est qui... Bonjour. Ouais. Ici, on est aux mines, donc on est au berceau de. Enfin, c'est d'ici que sont sortis les cerveaux qui ont construit le parc nucléaire français. Oui. Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi le nucléaire, c'est pas une solution miracle qui résoudra tous nos problèmes? D'abord, c'est une question, c'est pas une solution miracle pour le moment parce que, disons, même si on fait 8 EPR, ça ne représentera qu'une petite proportion. Disons, je rappelle que 80% de l'énergie ou 110% de l'énergie en France est liée aux combustibles fossiles. Donc vous voyez bien que déjà les 8 EPR, avec la fermeture des autres, la fermeture naturelle, même si on prend 50 ans, des centrales les plus vieilles, il n'y aura pas une augmentation importante de la production nucléaire. Alors que c'est par 3 ou par... Enfin, disons, ça ne représentera toujours en France que... Actuellement en France, ça représente moins de 20% de l'énergie nucléaire. Donc, même ça représente 80% de l'électricité, mais moins de 20% de l'énergie. Donc, voilà, il faut utiliser les réseaux de chaleur. C'est le rapport RTE, je m'appuie largement sur le rapport RTE qui dit clairement que la France n'atteindra pas neutralité carbone sans un développement significatif du renouvelable. Et les chiffres sont bien. Et puis ensuite, en gros, le point 5, ça c'est le point 4, la conclusion 4. La conclusion 5, c'est que ça serait effectivement plus facile si on faisait un peu de nouveau nucléaire. C'est ce qui a été adopté pour le moment. Mais il ne faut pas disons, il ne faut pas penser que le fait de faire du nouveau nucléaire nous affranchisse de faire plein pot du renouvelable. C'est ça le message. C'est très clair. Donc, non, c'est une question d'ordre de grandeur. Si on veut remplacer effectivement tout le fossile utilisé ou l'essentiel du fossile utilisé, il faut faire feu de tout bois. Voilà le message. Merci. Et puis non, bon, voilà, je suis auteur, mais pour moi, le principal, vous le savez, le principal problème du nucléaire actuellement, c'est son financement. Il faut financer beaucoup au départ, et on voit bien, si vous discutez avec EDF, c'est un vrai problème de financement qui n'est pas si simple. Disons, le renouvelable peut se financer au fil de l'eau, ce qui n'est pas le cas du nucléaire. Donc ça, c'est une question que beaucoup de financiers se posent, justement. Oui. Ici. Ouais, attends. Vas-y. En quoi les énergies renouvelables peuvent nous aider à changer notre mode de production d'énergie dans des secteurs comme le transport, par exemple, autrement qu'avec en remplaçant les véhicules par des véhicules électriques ou ce genre de choses? Dans les différents secteurs, quels sont les... Autrement, bon, c'est quand même là, ça risque... à un moment, certains pensaient que l'hydrogène pourrait être... disons, un vecteur de transport, en particulier pour le poids lourd, mais c'est pas si simple. Hein. Donc maintenant, les producteurs, les transporteurs routiers commencent à penser plus électrique également. Voilà, donc non, le transport, oui, le transport électrique routier est possible.
Hydrogène, il est possible, mais il est assez cher. Mais c'est quoi les voies de l'avenir? C'est des recharges en continu sur une des voies d'autoroute, par exemple. Il y a beaucoup de projets. Peut-être vous y serez plongé. Donc les projets, c'est la recharge. Par exemple, vous pouvez avoir un train de camions avec, disons, pas des rails, mais qui permettent simplement, disons qu'en gros, ils ne s'arrêtent pas trop, qui se recharge tout le long du parcours. Tout ça, ça commence à... Il y a plein de... Si vous regardez les idées qui circulent, c'est assez intéressant. Donc, je ne sais pas celles qui aboutiront. Mais quand même, au départ, c'est quand même largement l'électricité qui est le moteur, plus que l'hydrogène actuellement. Mais bon, pour terminer là-dessus, je suis allé chez Renault Trucks l'an dernier. Ils ont vendu 55 000 véhicules. Alors, donc à peu près 55 000 thermiques et 1000 électriques. Donc on est loin du compte encore. Et ces véhicules-là seront encore là dans 20 ans. Alors on va prendre une dernière question pour clôturer cette conférence. Monsieur Jouzel, vous avez évoqué au début de l'entretien le problème de la biodiversité, qui faisait partie des 3 conventions du sommet de la Terre de Rio. Aujourd'hui en Europe, il y a 80% je crois de la masse d'insectes qui a disparu depuis les années 70 et ça menace gravement le système alimentaire. Quelles mesures vous prendriez pour protéger la sécurité alimentaire en Europe et dans le monde? Alors, je ne sais pas si je suis spécialiste, mais bon, ce que je peux dire simplement, c'est d'abord qu'il y a un lien réel entre le réchauffement climatique et la perte de biodiversité. Alors, la première perte de biodiversité, c'est la 3e cause de perte de biodiversité, le réchauffement climatique. La première étant quand même ce qu'on appelle le changement d'utilisation des terres. Donc, ça va être, disons, nos actions directes, les actions anthropiques comme celles que vous citez. Ça va être en France ce remembrement qui a complètement changé, par exemple, bien sûr, disons, les populations de faune sauvage dans nos régions, comme dans ma Bretagne natale. Donc, alors, bon, j'aimerais, enfin, disons, sur ces problèmes, il y a beaucoup quand même les pesticides qui sont voilà, disons aussi la responsabilité quand même à prendre en compte. C'est des choses aussi dont je discute assez souvent, y compris en famille. Donc, voilà, mais bon, je pense qu'il faudra vraiment s'orienter vers l'agroécologie mais on en parle. Je suis à l'Académie d'agriculture, mais bon, disons, la réalité, c'est que l'agriculture industrielle continue à se développer. Je vois bien, y compris dans ma famille. Moi, ma ferme natale, mon frère est décédé l'an dernier, donc c'est notre neveu qui a pris, mais c'est clair que bon, il n'est pas parti vers l'agroécologie, c'est clair. Donc voilà, donc c'est pas si simple. Moi, je suis un peu donc à la fois disons, l'appauvrissement des sols et tout ça, elles sont quand même de vrais problèmes et de vraies questions. Voilà, donc l'agroécologie, ce serait vraiment une solution, c'est-à-dire voilà, et je pense qu'on pourrait assurer la sécurité alimentaire en Europe, mais je n'en suis pas spécialiste de tout cela, mais ce que je comprends, c'est quand même qu'on pourrait assurer la sécurité alimentaire en Europe en étant, disons, plus prudent par rapport à la perte de biodiversité disons, à laquelle conduit l'agriculture actuelle. C'est très clair. Je pense que ça reste possible. Mais je ne suis pas spécialiste. Là. Je sors de mon domaine d'expertise. Sauf pour les pesticides, vu que j'en discute tous les jours avec mon fils. Donc, il travaille dans ce domaine au CNRS. Donc, merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Merci. C'est très sympa. Et puis alors, merci à Antoine, Martin et Baptiste. Vous pouvez nous applaudir.